Alright gang, bon matin, j'espère que ça va bien de votre côté. Petite vidéo ici pour parler du module 12, partie 2, module 12 du CCNA 2, donc réseau sans fil. Vous allez avoir un cours dédié au réseau sans fil plus tard pour ceux qui sont au collège avec moi, mais ici vraiment c'est une introduction à comment fonctionnent les réseaux sans fil. Parce que dans le CCNA 203-101, on fait juste toucher en surface un peu le réseau sans fil, mais il y a des cours vraiment plus appropriés pour le sans fil en soi. Partie 2 du cours, ici, on va parler de CapWap, puis vraiment plus l'aspect entreprise du réseau sans fil. Fait que la partie 1, on a touché plus vraiment les trucs comme le réseau sans fil à la base, à la maison, comment ça marche, les normes, les vitesses, ce genre de choses-là. Donc, première des choses qu'on va parler de, c'est de CapWap. Que CapWap, vraiment, euh, protocole qui permet à un contrôleur sans fil, ok, un WLC qu'on va appeler communément Wireless LAN Controller, de gérer plusieurs points d'accès sans fil. Donc, ce qui fait que dans un réseau comme au collège, disons, ou dans une entreprise grande surface, là, qui a une grande couverture ou une grande surface à couvrir, là, un grand pied carré à couvrir, disons, on va souvent avoir des points d'accès un peu partout dans l'entreprise pour gérer le réseau sans fil et que ce soit le même réseau sans fil partout. On ne peut pas utiliser des routeurs sans fil de maison. Fait qu'on a des points d'accès partout dans l'entreprise, des centaines, sont tous contrôlés au travers du même contrôleur sans fil qui peut pousser des paramètres de configuration des réseaux sans fil puis faire transiger les utilisateurs entre les points d'accès. Fait que super important comme protocole. CampWeb, c'est basé sur LWAP, qui est un plus vieux protocole, mais on ajoute des mécanismes de sécurité additionnels parce que naturellement, ben, c'est important. Il y a des étapes d'encapsulation qui sont ajoutées pour s'assurer que le trafic transige entre les points d'accès, puis les configurations paramètres sont envoyés entre le contrôleur puis les points d'accès. Ça marche avec IPv4 et IPv6 naturellement aussi, donc ça, c'est assez logique. Euh, Fonction, OK, côté l'architecture Mac, fait que c'est un peu particulier le réseau sans fil, surtout en entreprise, parce que là, si on se rappelle, les adresses MAC, ça nous sert à parler au sein d'un réseau local. Ben là, il faut que tu parles au sein d'un réseau local, mais il faut que tu parles au bon point d'accès, puis que tu te retrouves dans le réseau sans fil au travers de tous les points d'accès qu'il y a dans l'entreprise. Pense au collège, il y a des points d'accès sans fil dans chaque classe, tout ça. Fait qu'il faut qu'on soit capable de se situer. Fait qu'il y a des fonctions MAC qui sont associées au point d'accès sans fil, puis des fonctions MAC qui sont associées au contrôleur sans fil. Fait qu'on côté du point d'accès, euh, les balises et réponses des sondes, OK? Fait que ça, c'est entre les contrôleurs puis le point d'accès. Les accusés réception puis la retransmission des paquets. Fait que quand un point d'accès doit retransmettre une trame qui n'a pas été bien reçue par un appareil sans fil, disons, ça, c'est le point d'accès qui s'occupe de ça. La mise en fil d'attente des trames puis priorisation des paquets. Fait que le point d'accès fait vraiment comme une switch un peu. Il reçoit les trames qu'il doit renvoyer à tous les utilisateurs branchés sur branchés, connectés à celui-ci via le sans fil. C'est lui qui va prioriser puis mettre en file d'attente les trames qu'il doit envoyer aux différents utilisateurs via les différents canaux sans fil. Fait que c'est un peu comme une switch, un point d'accès voilà comme ça. Chiffrement, puis déchiffrement au décryptage des données de la couche MAC. Fait que le chiffrement et le déchiffrement des données entre l'appareil sans fil puis le point d'accès lui-même, c'est lui qui s'occupe de ça. Du côté du contrôleur, l'authentification, c'est le contrôleur qui s'occupe de ça, donc le Wireless LAN Controller. L'association et la réassociation des clients itinérants. Fait que ça, c'est ce que ça veut dire, très important, mais quand que tu te déplaces dans le réseau et que tu changes techniquement de point d'accès sans fil parce que tu es trop loin du point d'accès que tu étais, auquel tu étais connecté initialement, ben la réassociation, le transfert de ta connexion puis euh, de tes communications réseau vont se faire via le contrôleur sans fil. Fait que c'est lui qui s'assure que tu es encore la bonne personne, que tu switches ou que tu transfères de point d'accès. C'est lui qui s'occupe de ça. Euh, Traduction des trames vers d'autres protocoles, on va en reparler un petit peu plus tard. Puis l'arrêt du trafic 802.11 sur une interface filaire. Donc, tout ce qui est euh, la transition entre la communication sans fil 802.11 puis la communication câblée, c'est lui qui va gérer ça aussi. Fait que c'est un peu nébuleux, excusez-moi, mais on va voir ça un peu plus en détail. Ensuite de ça, chiffrement DTLS. Fait que DTLS, c'est le protocole qui assure le chiffrement entre le point d'accès sans fil et le contrôleur. Fait que, il y a deux canaux qui vont être utilisés ou créés pour pouvoir communiquer. Euh, le canal de contrôle, CapWeb Control, puis CapWeb Data, qui sont les données.
Par défaut, normalement, le chiffrement est activé sur le Cap Web Control, fait que tout le mécanisme de contrôle, là, fait que les instructions qui sont envoyées du contrôleur au point d'accès, c'est ce genre de choses-là. Mais tout ce qui est les données en tant que tel, ce n'est pas chiffré par défaut. Pourquoi? Ben, c'est un petit peu comme le réseau câblé normalement. Il y a pas de chiffrement sur tes communications, sauf si tu utilises des protocoles de la couche application qui sont chiffrés, comme HTTPS, mais une trame, c'est pas chiffré, là, les adresses MAC, tes voix, ces choses-là. Fait qu'il y a une partie qui est chiffrée, l'autre pas, par défaut. Hem, Si tu veux chiffrer le tout, ben, il faut que tu aies des licences additionnelles, là, puis tu as des frais, puis tu as besoin des équipements qu'elles supportent, tout ça. Fait que ça, c'est un petit peu hors de la portée du cours, mais normalement, l'aspect contrôle est chiffré, l'aspect données en soi ne l'est pas. Flex Connect, OK, fonctionnement du Cap Web encore. Flex Connect, c'est un autre protocole qui permet la configuration puis le contrôle des points d'accès via une connexion WAN, fait que via un réseau externe. Fait que tu peux avoir avec Cisco des points d'accès dans plusieurs euh, sites externes, disons, que tu contrôles. Puis tu peux les contrôler au travers d'un même contrôleur qui est dans ton site principal. Fait que tu as ton site principal, puis tu as tes branch office, tu peux contrôler avec CapWap des points d'accès qui sont à l'externe. Pourquoi? Parce que tu veux peut-être avoir le même réseau sans fil partout dans tes sites externes aussi, puis que les gens qui vont se déplacer entre les branch office, sites externes, puis le campus principal ou le réseau principal le fassent de façon imperceptible. C'est pas toujours le cas, mais ça se fait avec Cisco. Fait que tu peux être en mode connecté, fait que le contrôleur est accessible. Il peut contrôler les points d'accès en temps réel. Il peut envoyer toutes les commandes, les instructions au point d'accès. Puis mode autonome, ben, le contrôleur sans fil, disons, il n'est pas accessible. Fait que, on va être capable de faire certaines tâches de façon autonome. Certaines vont être des instructions envoyées euh, par le contrôleur. Fait que ça dépend de comment tu veux le faire. Mais il y a deux façons. OK. Gestion des canaux maintenant. Fait que gestion des canaux, quand on parle des canaux, ben là, on se rappelle, bon, il y a différents canaux dans les différentes normes sans fil, là, sur le 2.4 ou le 5 GHz. Mais c'est sûr qu'en entreprise, c'est un petit peu plus particulier parce que là, on a plein de réseaux sans fil parce que chaque point d'accès sans fil a sa propre zone de couverture. C'est comme un routeur sans fil. Puis il y a j'ai un blanc de mémoire en français, mais des overlaps. Donc, il y a des chevauchements entre chacun des points d'accès sans fil. Puis on veut s'assurer que les gens puissent se déplacer puis aller de un point d'accès sans fil vers l'autre de façon imperceptible. Mais quand tu switches, quel canot utiliser pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'interférence entre les deux points d'accès sans fil. Fait qu'il faut que chaque point d'accès sans fil utilise un canot qui ne va pas affecter les communications du deuxième point d'accès. Là, il faut faire ça à grande échelle sur 400 peut-être points d'accès, tout dépendamment de la taille de notre réseau. Fait que ça peut commencer à être très compliqué. C'est pour ça qu'on a des protocoles. Fait que on a DSSS, spectre étalement de séquence directe. Bon, fait que DSSS, c'est vraiment être capable d'étaler un signal sur une bande de fréquence plus large. Fait que c'est utilisé par le 802.11b pour éviter les interférences avec les appareils qui utilisent le 2.4 GHz. Fait que le 802.11b, c'est un des protocoles qui permet de couvrir une zone quand même assez large. Oubliez pas, je sais tout le monde, on sait que le 5 GHz, c'est plus rapide. Mais pourquoi est-ce que c'est plus rapide? Ben, parce que la fréquence est très, très, très élevée. Hein. C'est comme le double, 2.4 GHz versus 5 GHz. Fait que 5 GHz, l'ondulation est très, très, très grande, l'amplitude est très grande, puis on envoie beaucoup de vagues en très peu de temps. Mais par contre, on ne peut pas voyager sur une aussi longue distance. Plus la fréquence puis l'amplitude est élevée, moins on peut voyager loin. Fait que 802.11b permet de voyager sur des plus longues distances puis avoir moins d'interférences. FHSS en est un autre, ok, qui va nous permettre de euh, rapidement envoyer des signaux, puis être capable de savoir sur quel canal passer, puis facilement faire un changement entre les différents canaux quand tu te déplaces. Fait que ça, c'est le protocole qui va vraiment nous permettre de dire, OK, tu es connecté sur ce canal-là avec le point d'accès, tu t'en vas au prochain point d'accès, tu vas aller sur ce canal-là. Fait que les points d'accès et le contrôleur sans fil sont capables de dicter un peu aux appareils quel canal utiliser pour pas avoir de problème d'interférence entre les points d'accès, entre les appareils, et ainsi de suite. Puis on a aussi ce qu'on appelle le OFDM, qui est relié au multiplexage. OK? C'est un sous-ensemble de multiplexage, OK, qui va, euh, dans le fond, au sein d'un seul canal, il va y avoir des sous-canaux avec des fréquences adjacentes.
Puis, ça va être utilisé par plusieurs protocoles sans fil très populaires, le 802.11a, G, N, AC. Fait que A, N, AC qui sont vraiment des fréquences plus populaires là, que tu utilises probablement à la maison. Le AC, c'était pas mal la dernière norme jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est rendu le AX, mais une norme qui est du 5 GHz. Allons voir les canaux. Fait que ça, on s'entend que ce que j'ai parlé de là, rapidement, vous allez voir ça en détail dans les cours de réseau sans fil appropriés, mais ça nous donne un petit aperçu. Mais quand on parle des canaux, voici le 2.5, le 2.4 GHz, OK, ou la bande de fréquence entre le 2.2 et 2.4 GHz. Si tu regardes, il y a au total, OK, 11 canaux. Tu peux les voir là. Un, 2, 3, jusqu'à 11. Mais si tu regardes, les canaux se chevauchent. OK, ils se chevauchent. Il y a seulement 3 canaux qui ne se chevauchent pas. Un, 2, 3. Fait qu'il y a le canal 1, 6 et 11 qui ne se chevauchent pas et c'est tout. Fait qu'il y a pas de il y a pas plus de canaux que ça qui se chevauchent pas. Fait que pourquoi on en a plus que ça? Ben, parce que peut-être que sur le point d'accès numéro 1, on voudrait utiliser les canaux 1, 6 et 11, mais là, sur le point d'accès numéro 2, on va peut-être utiliser, hem, heu, disons, un canal, différent pour, pas chevaucher avec ces 3 là, ou peut-être que sur le point d'accès 1, on va utiliser 1 et 11, puis sur l'autre, on va utiliser 6, ou le point d'accès puis le contrôleur peuvent jouer avec les canaux, pour s'assurer qu'entre les points d'accès qui sont adjacents ou proches l'un de l'autre, qu'il n'y ait pas de chevauchement, en tant que tel. Pour le 5 GHz, OK, il y a 24 canaux. Hem, il y a 3 canaux, encore une fois, qui ne se chevauchent pas. Tu peux les voir ici, mais les canaux qui ne se chevauchent pas, c'est 36, 48 et 60. Tu peux le voir ici, 36, 48 et 60. Fait que, similaire, naturellement, les fréquences ne sont pas les mêmes, là, mais ça te donne une idée. OK. Justement, quand on veut planifier le déploiement d'un réseau sans fil, ben là, c'est pas mal plus compliqué, disons, que le réseau câblé. Ça amène d'autres défis, mais il faut prendre en considération, bon, le nombre d'utilisateurs qui vont utiliser le réseau sans fil. Ça, on va devoir prendre en considération la disposition géographique de l'installation. Fait que c'est-tu dans un édifice en béton? Y a-t-il plusieurs étages? Il y a toutes sortes de trucs. Le nombre de corps et d'appareils pouvant tenir dans un espace, fait combien de gens qui travaillent dans cet espace physique-là, parce que ton corps en tant que tel va aussi affecter la transmission des ondes radio 2.4 et 5 GHz, les murs, les ordinateurs, les micro-ondes, il y a plein de trucs qui peuvent affecter. Fait que si on est 60 personnes dans un petit espace, ça risque de pas être une super expérience au niveau du réseau sans fil. Mais si on est euh, plus étalé ou qu'on a plus de concentration d'appareils sans fil, on est capable de jouer avec ça. Fait que, le nombre d'appareils et de corps, le débit attendu par les utilisateurs, l'utilisation des canaux sans chevauchement, hem, la zone de couverture circulaire approximative est importante. Fait que dans le fond, un peu comme ici on a montré, il faut qu'on prenne en considération où on place nos points d'accès pour s'assurer qu'il y ait un chevauchement entre les canaux pour pas qu'un utilisateur ait une zone morte qu'on appelle, un peu comme quand tu roules en voiture, puis là tu perds le signal LTE ou 4G pendant quelques minutes, puis là, hop, tout d'un coup ça revient parce que tu étais dans une zone morte, parce que ça n'a pas été bien planifié. Il ne devrait pas avoir de ça. OK? Menaces maintenant, parlons des menaces qui visent le réseau sans fil. Donc, voici un peu qu'est-ce qu'on a d'important. Fait qu'il y a l'interception des données, fait que l'homme du milieu, là, quelqu'un qui peut s'interposer, accéder à tes données. Un intrus sans fil, fait que quelqu'un connecté sur le réseau sans fil, on va en parler. Les dénis de service, puis ce qu'on appelle en français les points d'accès escrocs ou rogue access point. On va aller voir ça. Mais les attaques déni de service, ben, si un appareil qui est mal configuré ou un utilisateur malveillant fait des interférences intentionnelles avec le sans-fil, fait qu'il essaie créer son propre réseau sans fil avec son ordinateur, puis faire de l'interférence avec les ondes radio, ça se fait quand même facilement, ou de l'interférence accidentelle. Fait que vraiment, les attaques de déni de service sont vraiment liées à l'interférence radio. Pour minimiser ce genre d'attaque-là, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que tes appareils soient bien configurés, avoir des mots de passe, tout ça. C'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose que tu peux faire au niveau hem, des ondes radio. Tu sais, c'est de la surveillance, tout ça. Mais tu ne peux pas empêcher quelqu'un de rentrer dans ton entreprise puis de faire de l'interférence radio. Mais si au moins tes appareils sont bien configurés et sécuritaires, c'est déjà ça de moins.
Point d'accès non autorisé, fait que quelqu'un qui se prétend être un point d'accès, puis un hacker qui dit: «Hey, moi, je fais partie du réseau sans fil, je suis un point d'accès», puis que les gens se connectent dessus. Hem, c'est un petit peu ça le concept, mais dans le fond, c'est quoi le problème avec ça? C'est que le hacker va prétendre être, le même réseau sans fil que l'entreprise. Les gens se connectent, puis là, ben, lui, il va déchiffrer ou il va pouvoir intercepter les données que des sites que tu visites ou des communications que tu fais pour être capable de voir, le contenu de tes transmissions ou peut-être te rediriger vers un site malicieux. Il y a toutes sortes de trucs comme ça. Fait que naturellement, il y a des manières de détecter ça sur un réseau sans fil, mais d'avoir des protocoles de sécurité clairs, avoir des règles d'authentification puis de chiffrement, robustes, fait en sorte qu'au moins une personne, à moins de manuellement faire l'erreur de se connecter à un réseau bidon, il devrait être capable de ne pas tomber dans ces pièges-là. Fait que c'est un réseau sans fil ouvert, public, pas de mot de passe. C'est très possible que ça t'arrive, ce genre de situation-là, mais si c'est un bon réseau sans fil avec WPA2 ou 3, avec le chiffrement, le 802.1x, tout ça, les chances que ça t'arrive sont beaucoup plus faibles. Attaque de l'homme du milieu, ben, c'est un petit peu ce que j'expliquais, mais dans le fond, d'être capable de t'interposer entre, le vrai réseau sans fil et l'utilisateur final. Fait que tu vas prétendre être le point d'accès, à l'utilisateur, puis tu vas prétendre être l'utilisateur au point d'accès. Fait que tu t'interposes vraiment entre les 2 parties pour pouvoir déchiffrer le trafic de l'utilisateur, le rechiffrer pour l'envoyer au point d'accès sans fil. Très dangereux. Il y a des outils puis des mécanismes qu'on peut, utiliser, puis des protocoles de chiffrement puis de sécurité qu'on peut utiliser pour détecter ce genre de choses-là. Hem, tu sais, si on parle du réseau sans pas du réseau sans fil, mais du HTTPS, Perfect Forward Secrecy, si tu cherches ça sur le web, PFC, PFS, OK, Perfect Forward Secrecy, un protocole qui nous permet de nous assurer qu'il n'y ait pas, c'est pratiquement impossible de faire une attaque de l'homme du milieu avec ça. Ben, il y a des protocoles comme ça aussi pour le réseau sans fil. Réseau sans fil sécurisé maintenant. Hem Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut masquer le SSID, fait qu'on peut camoufler le SSID. Est-ce que c'est vraiment un mécanisme de sécurité? Bof, OK, pas vraiment, mais ça se fait. On peut filtrer les adresses MAC, donc on peut lister ou bloquer ou permettre seulement à certaines adresses MAC de se connecter au réseau sans fil. C'est pas parfait, mais c'est un mécanisme de base. Hem, éviter l'authentification ouverte, fait que pas de mécanisme de sécurité. Hem Utiliser des mécanismes, de sécurité, par clé partagée, fait que quelque chose comme, WPA2 ou 3 minimum, ça serait idéal pour éviter, des attaques, qu'on a vues précédemment, OK? Voici les différents protocoles de chiffrement ou méthodes d'authentification. WEP, super vieux, OK? Ça utilise RC4 qui est un très, très, très vieux protocole, pas sécuritaire du tout. C'est très facile à déchiffrer et à contourner, fait qu'on ne devrait pas l'utiliser. WPA, vieux protocole aussi, on devrait, pas l'utiliser, c'est pas une très, très bonne idée une très bonne idée. WPA2, c'est encore la norme, le standard. Donc, on utilise AES, qui est un protocole de chiffrement, hem, très robuste, OK? C'est un des, protocoles de chiffrement les plus puissants symétriques. Puis WPA3, on va utiliser des mécanismes additionnels pour éviter, des choses comme, hem, l'attaque de l'homme du milieu ou man in the middle. Pas mal plus robuste, mais c'est pas encore la norme, disons-le comme ça. Authentification d'un utilisateur. Fait que personnel à la maison, ça va être avec une clé partagée, ou une clé pré-partagée, donc pre-shared key. Fait que quand tu te connectes à ton réseau sans fil à la maison, tu as un mot de passe, puis c'est le même pour tout le monde, c'est ce qui est la norme. Mais en entreprise, on va souvent utiliser Radius, donc 802.x. Fait qu'on va s'authentifier avec un nom d'utilisateur, mot de passe ou un certificat ou des choses comme ça. Fait que tu te connectes au réseau sans fil de l'entreprise avec ton compte, Active Directory, c'est souvent la norme, OK? C'est pour ça que tu vois WPA2 personnel ou entreprise. Fait que tu peux la voir ici. Hem, le protocole pour, l'intégrité de la clé, pour le chiffrement de la clé, il y en a 2, c'est TKIP ou, AES. Fait que TKIP, c'est pour, WEP, OK, on ne devrait plus utiliser ça. Mais pour WPA2 ou 3, ça va être, AES, qui est un algorithme pas mal plus robuste. Hem, on ne va pas aller dans les détails, vous allez parler de ça en fondement de la cybersécurité. Pour ceux qui allaient suivre ce cours-là, c'est CNA Cyber Apps, puis vous allez en parler dans le cours de sans fil aussi. Fait que je ne veux pas aller trop dans les détails pour le moment. Du côté de l'entreprise, WPA2 entreprise ou WPA3 entreprise, ben là, il va falloir que tu spécifies l'adresse IP du serveur Radius, qui va souvent être relié à ton serveur Active Directory. Il y a les ports de 18 000, 1812, 1813, donc 1812, 1813,
ou UDP 1645, 1646. Donc, c'est les ports qu'on peut utiliser pour l'authentification euh, Radius UDP. Puis, il va y avoir une clé partagée, un peu comme le sans-fil personnel là, à la maison, pour que le point d'accès sans fil se connecte avec le contrôleur. Fait que le point d'accès sans fil se connecte au contrôleur Radius avec un mot de passe préétabli, puis avec les ports qu'on a spécifiés. Puis les gens qui se connectent au réseau sans fil, eux, ils vont passer par le point d'accès sans fil avec leur nom d'utilisateur, mot de passe. Ça va être envoyé au serveur Radius. Il va les authentifier. Il va répondre au point d'accès sans fil puis dire oui ou non, tu as accès ou pas. Fait que ça ressemble un peu à ça. J'ai mis une petite image ici de ce que ça a l'air. Fait que WPA2 n'est plus considéré comme sécurisé selon les normes. Bon, c'est encore le standard, OK? C'est encore sécuritaire selon moi, mais ce n'est pas l'idéal. C'est sûr que WPA3, c'est le top. Mais au minimum, utiliser WPA2. Fait que WPA3, personnel, on déjoue les attaques par force brute avec l'authentification simultanée des égaux. Vous allez parler de ça sans fil. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. WPA3 entreprise, on utilise l'authentification 802.x. Ça nécessite l'utilisation d'une suite cryptographique. Ça élimine le mélange des protocoles de sécurité comme on faisait précédemment. Fait qu'il y a un protocole seulement, that's it. Les réseaux ouverts, les réseaux ouverts, pas de chiffrement, pas de rien. Puis IoT onboarding, fait qu'être capable d'avoir des mécanismes pour gérer les appareils intelligents. Parce que les appareils intelligents sont un peu stupides et ne sont pas toujours capables de s'authentifier adéquatement. Fait que même si on a des mécanismes comme WPA3 personnel ou entreprise, des fois on a besoin de mécanismes additionnels pour gérer des appareils qui sont intelligents. Moi, je les appelle plus stupides que d'autres choses. Fait que that's it, gang. J'espère que ça va vous avoir donné un petit coup de main et que c'est plus clair pour vous. Prenez ça à la légère. C'est vraiment une introduction. OK? Ça ne sera pas l'évaluation pour ceux qui sont au collège avec moi. Vous allez avoir un cours dédié à ça, mais ça vous donne une petite idée. Regardez les packet tracers. S'il y a des questions, écrivez-moi. Sinon, on se voit dans une prochaine vidéo.